Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, un petit focus sur effectivement ces lésions de reperfusion surtout, puisque c'est ce dont je vais vous parler essentiellement, et qui surviennent à la phase aiguë des syndromes coronariens aigus, en particulier ST+. Mes conflits d'intérêts sans lien avec cette présentation. Et donc, on va partir sur le phénomène d'ischémie-perfusion, qui est un phénomène que vous connaissez tous, qui est principalement impliqué dans tout ce qui est maladie athérosclérose, mais pas uniquement. Et on a tendance à l'oublier, puisque ces phénomènes d'ischémie-perfusion sont à la base de la physiopathologie de tout ce qui est transplantation d'organes, et également dans l'arrêt cardiaque, puisque l'arrêt cardiaque, c'est un modèle d'ischémie-reperfusion globale. Donc, vous avez déjà tous vu ces images qui sont des images issues de patients qui font des infarctus. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe chez le patient qui fait un infarctus, en particulier ST+. Et on s'est beaucoup focalisé pendant des années sur le cardiomyocyte. Donc, si on regarde ce qui se passe pendant l'ischémie, la cellule cardiaque ne reçoit plus de sang, donc plus d'oxygène, plus de nutriments pour produire son énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va focaliser sa production d'énergie restante sur les mécanismes de survie cellulaire, ce qui implique l'arrêt de la contraction. Et c'est un des premiers phénomènes qu'on voit chez le patient qui a une ischémie, c'est les troubles de la cinétique segmentaire. Donc, plus d'oxygène dit plus de respiration aérobie. Donc, ça veut dire qu'il y a une production d'énergie par voie anaérobie, essentiellement par glycolyse, avec le glucose qui est restant et disponible dans la cellule. Production d'énergie anaérobie dit production de lactates. Les lactates sont acidifiants et donc la cellule va essayer de lutter contre son acidification intracellulaire par la mise en jeu d'échangeurs qui sont à la membrane, qui vont augmenter le pool de calcium intracellulaire. Et donc tout ça, ça va conduire à un phénomène de contracture cellulaire. Donc non seulement il n'y a plus d'énergie pour se contracter, mais en plus la cellule va entrer en état de contracture et il va y avoir un certain nombre de phénomènes au niveau de la mitochondrie qui vont faire qu'une certaine structure dont je vais vous reparler, qui est le port de transition de la perméabilité, va rester fermée. À ce stade, la cellule, elle se met, on va dire, en position fétale pour essayer de préserver au maximum son énergie. Et tant qu'elle a encore de l'énergie pour maintenir son homéostasie, elle survit. Puis quand il n'y a plus d'énergie, la cellule va mourir par un phénomène de nécrose. Nous, on est là pour reperfuser les patients le plus vite possible, vous le savez. Et donc toutes les prises en charge actuelles, notamment avec la mobilisation des SAMU, elles sont faites pour que la reperfusion survienne le plus rapidement possible. Sauf qu'à la reperfusion, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rétablir le flux sanguin, vous allez avoir un afflux massif d'oxygène dans la cellule, vous allez éliminer tout ce qui est produit acidifiant intracellulaire par la reperfusion. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, avec l'afflux d'oxygène massif, une production de radicaux libres oxygénés. Ces radicaux libres, ils sont mal gérés par la cellule à ce stade parce que la chaîne respiratoire mitochondriale, elle met du temps à se remettre en marche. Et donc, vous allez avoir des radicaux libres qui vont avoir un impact sur la mitochondrie, sur le réticulum sarcoplasmique, libération de calcium surajoutée. Et donc, à ce moment-là, on va avoir ouverture de ce port de transition de perméabilité de la mitochondrie qui va déclencher un signal de mort cellulaire. Et donc, là où on pensait sauver la cellule en reperfusant, en fait, on va en détruire une partie. Donc la reperfusion, elle est essentielle, elle améliore le pronostic. Si le patient n'est pas reperfusé, ce qu'on voit, c'est que les survies sont moins importantes chez le patient non reperfusé que chez le patient reperfusé. Par contre, c'est une arme à double tranchant, puisqu'elle va générer de l'accélération myocardique, des arythmies, les arythmies de reperfusion. Vous avez tous vu des patients qui fibrillent au moment de la reperfusion. L'ARIVA, c'est un mécanisme d'arythmie de reperfusion. Le Noriflow, et puis de la mort cellulaire. Et donc cette mort cellulaire, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez représenté ici le temps, la taille d'infarctus, l'occlusion coronaire sur rien ici, la phase d'ischémie. Initialement, il n'y a pas de mort cellulaire, et puis au bout d'un moment, il va finir par y avoir de la mort cellulaire qui va être maximale s'il n'y a pas de reperfusion. Si vous avez une reperfusion qui survient à ce moment-là, ce qu'on s'attend, c'est que la mort cellulaire, elle soit à ce niveau-là. On se rend compte systématiquement qu'elle est plus élevée. En moyenne de 30%, y compris chez l'homme. Donc 30% de la mort cellulaire est liée aux lésions de reperfusion. Et donc ce sont des lésions qui ne sont à l'heure actuelle pas ciblées par les thérapeutiques actuelles. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on le sait, la taille d'infarctus, elle est
la survie est dépendante de la taille d'infarctus. Plus la taille d'infarctus est importante, plus la survie diminue. En l'occurrence, plus la mortalité est élevée ici. Et ça a été déjà montré dans des travaux, y compris très anciens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour essayer de lutter contre ces lésions de reperfusion? On a les phénomènes de conditionnement ischémique. Alors, pour vous refaire un petit peu l'histoire, le conditionnement ischémique, c'est venu de travaux qui ont été faits initialement chez le chien dans les années 80. Avec des chercheurs qui ont fait appliquer de courtes séquences d'ischémie et reperfusion sur les coronaires avant un infarctus. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ces courtes séquences d'ischémie et reperfusion dans les minutes qui précèdent un infarctus? L'infarctus, au décours, il est plus petit que chez les sujets qui n'ont pas eu d'ischémie et reperfusion. Alors, vous allez me dire, c'est intéressant, mais c'est pas très applicable chez les patients coronariens qui font un infarctus. Il y a des chercheurs donc qui se sont intéressés à un phénomène de post-conditionnement, c'est-à-dire faire ces courtes séances d'ischémie et reperfusion après l'infarctus. Et là, c'est ce que vous avez représenté ici, c'est le post-conditionnement ischémique, et là ça marche, avec des sujets qui font les infarctus plus petits, avec des mécanismes qui sont des mécanismes qui, semble-t-il, au niveau cellulaire, sont équivalents à ce qui se passe quand on fait du préconditionnement, et vous allez voir des travaux qui sont au moins en partie vérifiés chez l'homme. Et puis, il y a d'autres phénomènes de conditionnement ischémique. Le conditionnement ischémique à distance, c'est-à-dire faire de l'ischémie en perfusion, par exemple, au niveau d'un membre, avec un brassard à tension, qui permet de protéger des lésions de reperfusion, et ça à différents timings. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ces phénomènes de conditionnement ischémique s'intéressent essentiellement aux cardiomyocytes, représentés ici. Et donc, ils vont activer différents signaux à l'intérieur du cardiomyocyte qui sont des signaux de survie cellulaire qui vont permettre finalement de limiter l'impact des lésions de reperfusion. Ce qui est intéressant finalement, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que ce conditionnement ischémique ne pourrait pas être mimé de façon pharmacologique, puisque vous savez que tous les patients ne sont pas reperfusés par angioplastie d'une part, il y a quand même encore quelques cas de thrombolyse, et d'autre part, ce qu'on sait, c'est que le post-conditionnement ischémique, qui est celui qui serait potentiellement le plus applicable, ne fonctionne pas quand on est à distance de la reperfusion. Je prends l'exemple d'un patient qui fait son infarctus, qui reçoit ses médicaments antithrombotiques par le SAMU, il arrive en salle de cathé, il est reperfusé, il est TIMI 3. Lui, il bénéficie moins, voire pas du tout, du post-conditionnement ischémique. Et donc, là, les travaux que je vais vous montrer sont les travaux qui sont très français, puisque moi, quand j'étais petit, j'ai grandi dans un laboratoire qui est un laboratoire lyonnais, qui est celui de Michel Ovise, qui était focalisé sur la cardioprotection. Et donc, il a été à l'origine d'un certain nombre de travaux, qui étaient des travaux assez novateurs à l'époque, sur la cardioprotection. Là, c'est le premier travail qui a été fait, publié chez l'homme, sur le post-conditionnement ischémique. Et vous voyez que quand on fait du post-conditionnement, par rapport au sujet contrôle, on diminue le niveau de relargage des CPK. En l'occurrence, c'était les CPK qui étaient mesurés à l'époque, qui signent une taille d'infarctus plus petite. Ce qui est confirmé également quand on dose les troponines. Et ce qui est confirmé quand on mesure les tailles d'infarctus en scintigraphie, avec des fonctions ventriculaires gauches qui sont améliorées, et même des données à l'IRM qui montrent que l'infarctus est plus petit, qu'il y a moins de no-reflow, il y a moins d'œdème intramuscardique. Le problème, c'est que quand on passe à plus grande échelle, ce sont des travaux qui sont difficilement reproductible. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est quand même bien particulière. Le post-conditionnement, il faut le faire au bon endroit. Si vous vous remettez à regonfler du ballon au niveau de la zone d'occlusion, vous pouvez créer du no-reflow. Donc la technique, c'est plutôt de se mettre un petit peu en amont, à faible pression. Voilà. Et encore une fois, ça ne marche pas chez les patients qui sont déjà reperfusés. Donc l'idée, c'était de développer le post-conditionnement pharmacologique. Et donc pour ça, on a plein de possibilités puisque toutes ces voies de signalisation sont des voies qui sont impliquées dans les phénomènes de cardioprotection en lien avec le conditionnement ischémique. Avec en général un effecteur final qui est cette structure qui est le port de transition de perméabilité dont le rôle au niveau physiologique est toujours assez mal perçu, mais dont on sait que quand il s'ouvre au moment de la reperfusion, il va déclencher un signal de mort cellulaire par apoptose en général. Et donc l'idée, ça a été derrière d'essayer de cibler ce port de transition de perméabilité avec une molécule qu'on connaît bien,
qui est la cyclosporine A, qui est un anti-rejet utilisé en transplantation. Et donc, quand on utilise cette cyclosporine A en mono-injection au moment de la reperfusion, ça fait comme le post-conditionnement ischémique. On diminue la taille d'infarctus mesurée en termes de relargage de biomarqueurs. À l'IRM également, ça fonctionne assez bien. Et ça, vous voyez, avec un peu moins de 60 patients, on arrive à publier un New England en 2008. Si on passe sur d'autres techniques, quand on regarde à l'IRM, ça fonctionne également. Quand on regarde la fonction ventriculaire gauche évaluée en angiographie, ce qui se faisait avant, ce qui se fait heureusement nettement moins maintenant, ça fonctionne également. Ça diminue le noriflow. Ça fonctionne également en chirurgie cardiaque valvulaire. Ça semble parfait. Le souci, c'est que, comme souvent en cardioprotection, quand on arrive et qu'on veut évaluer des critères plus durs, comme les MES, la morbimortalité, derrière, ça sort pas. Essai Circus, un des plus gros essais français sur l'infarctus. Vous avez quasiment un peu plus de 900 patients avec un infarctus antérieur reperfusé en phase aiguë. Derrière, vous voyez le résultat sur les MES. Il n'y a rien qui sort. Échec également de la cyclosporine A dans un autre modèle d'ischémie perfusion sur l'arrêt cardiaque. Ça ne marche pas non plus pour prévenir la défaillance multiviscérale. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le post-conditionnement à distance, le brassard. Facile à utiliser, on peut mettre un brassard sur un patient, on le gonfle fort. 200 mm de mercure en général, ça suffit pour faire de l'ischémie. Alors pas trop longtemps parce que sinon c'est plutôt assez douloureux pour le patient. Et donc ça, c'est l'étude RIPOST, qui est une étude qui est à l'origine angevine, à laquelle on a également participé, et qui montre que là encore, quand on s'intéresse à la taille d'infarctus, mesurée de différentes façons, l'air sous la courbe des CPKMB, le pic de CPKMB, à chaque fois, ça fonctionne, y compris quand on combine le post-conditionnement et le conditionnement à distance. Pareil, quand on va sur des études à plus grande échelle, là, ça ressort quand même de façon moins évidente dans cette étude qui est plutôt une étude du nord de l'Europe avec un peu plus de patients. Un effet qui ressort, mais qui est tiré essentiellement par la différence sur les épisodes d'insuffisance cardiaque au décours d'un infarctus. Et puis, dans d'autres modèles d'ischémie perfusion, en l'occurrence dans l'AVC, quand on fait du conditionnement à distance, ça marche pas. Donc, troisième piste, c'est l'inflammation. Jusqu'à présent, on s'est focalisé beaucoup sur le cardiomyocyte, mais en fait, il n'y a pas que le cardiomyocyte dans le cœur. Et puis, en dehors de ça, quand on fait un infarctus, il n'y a pas que le cœur finalement qui est impliqué. Et si on regarde tous les paramètres de l'inflammation, on se rend compte qu'après un infarctus, il y a des cellules inflammatoires au niveau cardiaque, il y a de la CRP, il y a de l'IS-6, et vous savez bien que chez les patients qui font de gros infarctus, on a souvent des réactions inflammatoires importantes, mesurables cliniquement. Et donc ça part de ce qu'on appelle le modèle de danger qui avait été décrit par Matzinger et qui dit qu'après un stress cellulaire, ou a fortiori tissulaire, il y a une réaction inflammatoire stérile qui est mise en jeu de par la libération de signaux d'alarme, ce qu'on appelle des alarmines, qui vont activer le système immunitaire. Et donc ça, c'est vérifié en infarctus, et ça a un impact à la fois à la phase aiguë de l'infarctus, mais également au décours, puisque ça conditionnerait très vraisemblablement tous ces mécanismes de remodelage ventriculaire gauche pathologique, avec différents acteurs qui sont impliqués, et vous verrez que le cardiomyocyte est un acteur, mais pas le seul. Donc, parmi ces alarmines, il y en a plein différentes. Il y en a beaucoup qui agissent sur différentes cibles. Une qui nous intéresse beaucoup, nous, au laboratoire, c'est l'ATP. Pourquoi ? Parce que l'ATP va avoir comme récepteur une famille de récepteurs qu'on appelle les récepteurs purinergiques. Donc, ce sont des récepteurs qui sont ubiquitaires, avec 3 types de récepteurs purinergiques. Le P1 que vous connaissez, qui sont les récepteurs à l'adénosine, les P2X, les P2Y. Et parmi les P2Y, il y en a un que vous connaissez bien, même si vous ne le savez pas, c'est le P2Y12, puisque c'est la cible du clopidogrel, du ticagrelor, du prasugrel, couramment utilisé.
Donc ces récepteurs sont des récepteurs pour les P2Y qui sont couplés aux protéines G. Les P2X sont des récepteurs canaux ioniques. Et vous voyez que si on regarde ce qui se passe au niveau du cardiomyocyte, le cardiomyocyte exprime un certain nombre de ces récepteurs pyrénergiques. Et donc au laboratoire, nous on s'est beaucoup intéressé pendant longtemps au récepteur P2Y11 et donc on a plusieurs travaux qui sont intéressés donc aux différents types cellulaires impliqués et qui tendaient à montrer qu'on arrivait à diminuer les lésions de reperfusion en activant ce récepteur P2Y11 à la fois sur le fibroblast par diminution de la fibrose, sur les cellules dendritiques avec une réponse inflammatoire moins importante, sur les cardiomyocytes avec une augmentation de la survie cellulaire et sur les cellules vasculaires avec une diminution de la fibrose et une diminution de la dysfonction endothéliale. Et donc, même chez l'homme, quand on évalue l'expression de ce récepteur P2Y11 après un infarctus, on se rend compte qu'en fonction des profils de patients, on a un profil d'expression de P2Y11 qui est différent et qui est plutôt en faveur d'une meilleure évolution quand P2Y11 est plus élevé. Alors, dans la voie de l'inflammation, il n'y a pas que les récepteurs pyrénergiques. Et là, pour finir, on a des travaux qui sont intéressés à d'autres modulateurs de l'inflammation, notamment à la colchicine, dont vous avez déjà entendu parler. La colchicine dont l'intérêt a été montré au décours d'un syndrome coronarien aigu. La question était de savoir si, en phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu, la colchicine peut être bénéfique. Il y avait des travaux préliminaires chez l'homme qui semblaient le montrer. Quand on regarde sur cette cohorte française d'infarctus du myocarde reperfusé, il n'y a pas de différence significative. La seule différence, c'est ça, c'est qu'il y a plus de thrombus intraventriculaire gauche chez les patients qui reçoivent de la colchicine. Ce qui est plutôt embêtant. Même si, donc pas de différence sur la taille d'infarctus, même si derrière, quand on regarde l'évolution à 1 an, il n'y a pas plus d'AVC chez les patients qui ont reçu de la colchicine. Mais il y a quand même plus de thrombus, ce qu'on a encore pour le moment du mal à expliquer. Toujours sur le principe de l'inflammation, si on prend un anticorps monoclonal anti-IL6 et qu'on le met après un infarctus, on a un effet qui semble bénéfique sur un index de sauvetage myocardique qui est calculé par la zone à risque moins l'aire nécrosé divisé par la zone à risque. Ça commence à devenir un petit peu sioux, mais qui démontre qu'a priori, quand on cible l'inflammation, on peut avoir un effet bénéfique. Et donc, pour finir, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on ciblait jusqu'à présent, on ciblait essentiellement le cardiomyocyte avec des types de morts cellulaires qui étaient l'apoptose, la mort cellulaire programmée par l'ouverture du port transient de perméabilité, la nécrose, classique nécrose qu'on connaît tous, mais en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a d'autres types de morts cellulaires, la nécroptose, la pyroptose, la phéroptose, tous les mécanismes d'autophagie qui vont impliquer soit l'activation de récepteurs comme les TLR qui ont été beaucoup étudiés dans l'inflammation, la pyroptose en lien avec l'inflammasome qui est aussi un mécanisme d'inflammation, la phéroptose avec tout ce qui est phénomène de stress oxydatif, l'autophagie qui est un mécanisme également impliqué auquel nous on s'intéresse de plus en plus dans le labo parce que il y a un des récepteurs P2X qui joue sur l'autophagie. Et donc, vous voyez qu'au final, on a ces phénomènes de lésions de reperfusion qui sont d'origine multiple, en lien avec des choses qui se passent au niveau du cardiomyocyte, dont la mort cellulaire programmée, en lien avec des événements qui sont extra-cardiomyocytaires, en lien avec la circulation coronaire, et là c'est tous les mécanismes de myoriflow. Et puis derrière, vous avez d'autres types cellulaires qui sont impliqués, qui sont importants, qui sont mal ciblés à l'heure actuelle, les fibroblastes, les cellules endothéliales, le système immunitaire, et qu'il va falloir mieux cibler, notamment probablement par le biais de la piste de l'inflammation. Je vous remercie pour votre attention.